Eh bien, bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Oui, ça fonctionne. Donc, deuxième séance de ce séminaire, et je vais vous parler, moi, aujourd'hui, d'une des théories du droit global que nous étudions, à savoir le constitutionnalisme global. Et je vais commencer par un petit retour en arrière. Tout commence le 19 juin 1790, où Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, dit baron de Cloutz, le voici, s'avance vers la barre de l'Assemblée nationale française. Nous sommes à quelques jours du 14 juillet 1790, où sera fêtée la fête de la Fédération. C'est le premier anniversaire de la prise de la Bastille, et est organisée une grande fête, l'idée étant de célébrer l'unité retrouvée de la nation et de réconcilier tous les Français. Mais cette manifestation, explique le baron de Cloutz devant l'Assemblée, je le cite, ne sera pas seulement la fête des Français, mais encore la fête du genre humain. Surnommé depuis l'orateur du genre humain, Cloutz s'exprime avec, à ses côtés, devant l'Assemblée, des représentants de toutes les régions du monde en costume traditionnel. Donc le 14 juillet, explique-t-il, ne sera pas seulement la fête des Français, mais encore la fête du genre humain. Ces propos ressemblent trop à ceux qu'Hollywood mettra quelques années plus tard dans la bouche du président américain, pour que je me prive de vous les rappeler. Le film s'appelle Independence Day. Je vous le rappelle, le contexte, c'est que les extraterrestres ont attaqué la Terre. Nous sommes à quelques minutes de la bataille finale, et le président prend la parole pour motiver ses troupes. J'ai fait un système de sous-titrage un petit peu bricolé, mais on va voir. Voici donc. Marlin, sir. Good morning. Good morning. In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July, and you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Voilà. Alors, évidemment, l'idée d'indépendance se marie assez mal avec l'idée d'une unité du genre humain. Ici, c'est une unité qui se crée contre un ennemi, en l'occurrence les extraterrestres. Et donc on est plus proche, je crois, de Carl Schmitt, selon lequel l'unité ne peut se faire qu'en se rassemblant contre un ennemi commun. De même, Cloutz, dans son discours devant l'Assemblée, n'appelait pas à la fin des États. Il souhaite plutôt que la Révolution française serve d'exemple aux nations qui sont encore sous le joug de tyrans. Mais en réalité, s'il s'exprime de cette manière, c'est plutôt pour flatter l'Assemblée nationale, et il ne dévoile pas son véritable projet. Puisque dans un écrit ultérieur, qui s'appelle « Base constitutionnelle de la République du genre humain », il reprochera aux révolutionnaires de parler sans cesse des droits de l'homme, alors qu'en réalité, il ne s'intéresse qu'aux seuls Français. L'objectif de Cloutz est bien la suppression des États, des nations, au profit du seul genre humain. L'article 1er de son projet constitutionnel est celui-ci. Il n'y a pas d'autre souverain
que le genre humain. Donc, comme Kant, il me semble, à la même époque, ces réflexions visent à éviter la guerre, mais selon lui, cet objectif sera atteint par la suppression des frontières, donc des États. Il n'est pas pour une pluralité fédérative, mais bien pour une unité représentative du seul souverain qui est le genre humain. Alors ce projet d'unification du genre humain a toujours existé sous une forme ou sous une autre, mais il connaît depuis quelques années un certain regain sous la dénomination de constitutionnalisme global. Le constitutionnalisme global se comprend comme une réponse à une manifestation de la globalisation qu'on peut appeler de manière pas très élégante la désétatisation. Il s'agit du fait que de plus en plus de décisions sont prises par des acteurs non étatiques qui se forment soit au-dessus de l'État, soit à côté de l'État. D'une part, les problèmes globaux tels que l'environnement, le crime international organisé, etc., obligent les États à coopérer, c'est-à-dire que les questions d'intérêt public ne peuvent plus être gérées dans le seul cadre étatique. Et d'autre part, des acteurs, notamment privés, collaborent entre eux dans des domaines qui, pour certains, sont fondamentalement déterritorialisés, comme Internet. Et ces acteurs créent des normes qui vont s'imposer en pratique sans recourir à la procédure étatique de production du droit. Alors, face à ces phénomènes, de nombreuses réactions doctrinales utilisent un langage constitutionnel, font appel au concept ou au terme de constitution. Alors, qu'est-ce qu'une constitution ? Alors, tous les auteurs qui ont recours à ces termes ne s'entendent pas sur une définition, mais il y a différents éléments qu'on retrouve assez souvent, même si on ne les retrouve pas chez tout le monde. Du point de vue formel, d'abord, la Constitution serait cette norme qui est adoptée par les détenteurs de la souveraineté, c'est-à-dire, dans un système démocratique, par le peuple. Et on appelle pouvoir constituant originaire cet organe, donc le peuple, dans une démocratie, qui est compétent pour adopter une Constitution. Donc la Constitution servirait à lier les pouvoirs publics par le droit, et donc le droit serait scindé en deux. On a d'un côté des normes juridiques qui sont édictées par le pouvoir et qui lient les individus, et d'un autre côté, un autre droit qui, lui, provient du souverain et qui oblige les pouvoirs publics, et donc ce droit-là serait la Constitution. Et ensuite, toujours sous un aspect formel, la Constitution est une norme supérieure parce que sa modification est plus difficile, ou son adoption est plus difficile que l'adoption d'autres normes juridiques. Vous savez ça mieux que moi, par exemple en Belgique, il est beaucoup plus difficile d'adopter une loi que de modifier la Constitution, puisqu'il faut alors, en tout cas jusqu'à présent, déclarer quels articles on veut réviser, dissoudre la Chambre, faire des élections, etc., etc. Ensuite, du point de vue matériel, c'est-à-dire du contenu, un contenu qui est associé à l'idée de constitution. D'abord, on nous dit que la constitution, c'est cette norme qui prévoit les procédures d'édiction des autres normes de l'ordre juridique. Donc, elle organise les pouvoirs publics, elle prévoit de quelle manière on peut adopter d'autres normes. Et puis, on a ajouté un autre contenu, et c'est l'idée que la Constitution ne se contenterait pas de prévoir la procédure d'édiction des normes juridiques, mais qu'elle leur imposerait aussi certaines limites de contenu. Elle imposerait des limites à leur contenu, et en particulier, elle garantit certains droits auxquels les pouvoirs publics ne peuvent pas porter atteinte, ou du moins ne peuvent pas porter une atteinte excessive. Alors ici, la notion de constitution rejoint un autre terme proche et important pour notre sujet, qui est celui de constitutionnalisme, puisque le constitutionnalisme semble être cette idée d'une constitution qui garantit les droits de l'homme contre les pouvoirs publics. Alors dès lors, on comprend la vogue constitutionnelle, le fait que beaucoup d'auteurs aient recours
aux termes de constitution, constitutionnelle, etc., puisque la Constitution est un concept qui rassure pour au moins 2 raisons. D'abord, il rassure politiquement, puisque la Constitution est perçue comme un instrument qui légitime et qui encadre les pouvoirs. Et puis, le concept de Constitution rassure aussi scientifiquement, puisque les gens qui emploient ce vocabulaire sont essentiellement des chercheurs, des universitaires, des gens qui réfléchissent sur le droit. Or, l'idée de Constitution, comme on le voit, implique un système, et donc elle permet de penser le droit selon un ou plusieurs ordres juridiques, comme ces auteurs en ont l'habitude. Donc comme la globalisation, les rapports entre la globalisation et le droit suscitent une inquiétude, le langage constitutionnel apparaît sous des formes variées dans de nombreuses réponses doctrinales, réponses d'auteurs qui étudient les rapports entre droit et globalisation. Alors ces auteurs aiment beaucoup créer des concepts avec les mots constitution, constitutionnalisme. Là, c'est juste un exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Et moi, je crois qu'on pourrait en rajouter un, qui serait l'idée d'un constitutionnalisme anxiolytique, puisque finalement, le recours à ce langage est là pour soigner une inquiétude, pour répondre à une angoisse de la doctrine face à la globalisation et à ce qu'elle fait à son objet d'étude, le droit. Alors le langage constitutionnel, encore une fois, apparaît dans plusieurs des théories, également dans des théories qui seront étudiées lors d'autres séances de ce séminaire. Et donc moi, je me concentrerai sur une partie de ces réponses, celle qui s'intéresse à l'hypothèse d'une constitution mondiale. Alors pour ces auteurs, pour donc ceux que j'appellerais les constitutionnalistes, la perte de contrôle des États se traduit ou devrait se traduire, c'est quelque chose qui n'est jamais tout à fait clair et j'y reviendrai, elle se traduit ou elle devrait se traduire par une évolution du droit international. La perte de légitimité, le risque pour les droits de l'homme qui implique la désétatisation sont ou devraient être compensés au niveau international. Alors j'examinerai d'abord la conception du droit international sur laquelle reposent ces théories. Ensuite, j'essaierai de présenter à quoi ressemble ou devrait ressembler le système constitutionnel mondial. Et puis, enfin, j'adresserai quelques critiques à cette théorie. Alors, l'idée qu'il existe une communauté internationale composée... donc voilà, la conception du droit international sur laquelle repose le constitutionnalisme global, c'est un droit international qui concerne la communauté des individus, tous les individus du monde, et non pas simplement les États souverains. Et donc cette idée qu'il existe une communauté individuelle, internationale, composée de tous les individus de la planète, et que le droit international concerne ces individus, cette idée semble partagée par tous les constitutionnalistes. Le droit international serait l'expression d'une souveraineté, cette souveraineté du genre humain que mentionnait le baron de Cloutz, et on perçoit ainsi un lien direct entre le droit du monde et le peuple du monde, les citoyens du monde. Ce seraient eux qui formeraient ce pouvoir constituant originaire, et ce seraient eux qui seraient concernés par le droit international. Alors, traditionnellement, les réflexions sur le droit international, sur le droit des gens, n'excluaient nullement la communauté mondiale des individus. Mais progressivement, le droit international fut perçu comme un droit qui règle les rapports entre les États et qui repose entièrement sur le consentement des États. Donc l'instrument principal du droit international serait le traité, qui est un contrat entre 2 ou davantage d'États. Le constitutionnalisme global, lui, défend une autre vision du droit international, et c'est l'idée que le droit international serait édicté, je l'ai dit, pour les individus, et que notamment il limite le pouvoir des États afin de garantir les droits des individus, afin de protéger les individus. Ainsi, le droit international n'est plus centré sur la souveraineté des États, mais sur des valeurs. Alors cette contestation de la thèse d'un droit international au sens propre, c'est-à-dire d'un droit international qui ne régirait que les relations
entre les États de manière conventionnelle. La contestation de cette thèse, comme je l'ai dit, n'est pas nouvelle et elle est même plus ancienne que la thèse strictement interétatique. J'aimerais en particulier présenter très succinctement la manière dont la thèse d'un droit international qui s'adresse à la communauté des individus a été présentée par deux auteurs européens, mais qui encore entre les deux guerres, et encore une fois, ces deux auteurs ne sont pas les premiers à avoir défendu cette conception. Alors je commencerai par le français Georges Sell, qui a été, vous le voyez, professeur notamment à Dijon et à Genève. Alors selon Georges Sell, dès que des individus entrent en relation les uns avec les autres, on a un phénomène de solidarité qui se développe, donc pas une solidarité comme un sentiment moral de s'entraider, mais vraiment une solidarité dans le sens d'une interconnexion, du fait que les individus sont liés entre eux. Et donc dès que des individus entrent en relation les uns avec les autres, cette solidarité se développe et elle donne lieu à une société, et toute société a besoin d'une constitution. C'est également, il me semble, le postulat de Kant dans la paix perpétuelle, je le cite, « Tous les hommes qui peuvent avoir une action les uns sur les autres doivent nécessairement relever d'une constitution civile quelconque. » Donc pour Georges Sell, il y a autant de constitutions que de sociétés, et chaque individu appartient à de multiples sociétés, à commencer par exemple par sa famille. Et l'État n'est qu'une société interindividuelle parmi les autres. Elle est simplement davantage développée, davantage institutionnalisée que les autres sociétés. Et alors Georges Sell explique que si la solidarité entre tous les individus de la planète devenait consciente, une fédération mondiale pourrait apparaître. Et il explique que même si tel n'est pas encore le cas, le droit international, de toute façon, ne saurait être le droit des États, mais est le droit de la société mondiale des individus. Et donc, cette société se compose notamment des sociétés étatiques, mais les sociétés étatiques, encore une fois, sont également des sociétés d'individus. C'est donc toujours d'individus qu'il est question. Et Georges Sell critiquait vigoureusement la conception anthropomorphique de l'État, c'est-à-dire cette manière de traiter l'État comme s'il était une personne. Et donc, il ne faut pas oublier, il explique que l'État, en fin de compte, est composé d'individus. Une conception voisine à celle de Georges Sell fut développée à la même époque par un auteur autrichien qui s'appelle Hans Kelsen, qui fut professeur à Vienne, à Genève également, puis à Berkeley. Alors, Kelsen critiquait certes l'idée de Georges Sell, selon lequel l'individu était le seul sujet du droit international. Pour Kelsen, l'État joue également un rôle en tant qu'ordre juridique. Mais, comme Georges Sell, il critiquait l'idée que le droit international soit fondé sur le consentement des États. Il cherchait à démontrer en fait qu'entre le droit international et le droit national, il n'existait qu'une différence de degré et non pas une différence de nature. Par exemple, il montrait qu'un traité ressemblait bien davantage à une loi qu'à un contrat. Et en particulier, il expliquait qu'il est faux qu'un traité, contrairement à une loi, ne lie que ceux qui ont participé à son édiction. Donc c'est l'idée d'un traité qui implique le consentement des États, et donc qui ne lierait que ceux qui ont consenti à l'édiction du traité. Kelsen expliquait que les individus qui participent à l'élaboration d'un traité ne sont pas forcément ceux qui sont concernés par les obligations contenues dans le traité. Par exemple, un traité sur la pêche est rédigé par des représentants gouvernementaux, mais il contient des obligations qui vont concerner des pêcheurs, lesquels n'ont pas participé à son élaboration. Donc, comme Georges Sell sur ce point, Kelsen critiquait l'illusion trompeuse consistant à considérer l'État comme une personne. Et si Kelsen critiquait donc, ce qu'il appelait le dogme de la souveraineté étatique, c'était notamment pour avancer un projet politique qu'il développa dans d'autres écrits, le projet d'une institutionnalisation et d'une juridicisation des relations internationales. Pour lui, je le cite, « L'organisation du monde en un État universel doit être le but ultime de tout effort politique. »
Et donc cet objectif, Kelsen le partageait avec George Sell, raison pour laquelle peut-être il ne publia jamais la critique méthodologique qu'il avait adressée à Sell. Donc cette notion de communauté mondiale des individus, on le voit, elle tend à appuyer des projets d'une organisation mondiale. Cependant, tous les tenants contemporains du constitutionnalisme global ne sont pas d'accord sur l'objectif à atteindre et sur son état d'achèvement. Alors pour certains auteurs, la charte de l'ONU constitue déjà la constitution mondiale, tandis que pour d'autres, si certains éléments sont déjà présents, la constitutionnalisation est encore en cours et différents horizons ont été proposés à cette évolution. Alors tout d'abord, la Charte des Nations Unies comme constitution mondiale, qui est une position qui est défendue en particulier par l'Allemand Benno Fassbender, également par le Britannique MacDonald et de manière plus prudente par le Français Pierre-Marie Dupuy. Alors pour eux, la Charte des Nations Unies, signée, je vous le rappelle, à San Francisco en 1945, est la Constitution mondiale. Alors ils appuient cette affirmation sur plusieurs arguments. D'abord, la Charte établit des institutions, notamment l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité. Alors bien sûr, de ce point de vue, tout traité qui crée une organisation est constitutionnel. Mais selon ces auteurs, la Charte est spécifique pour plusieurs raisons. Première raison, elle emploie un langage constitutionnel. Vous savez comment, de cette manière, nous, peuple des Nations Unies, donc c'est l'idée du peuple souverain qui se donne une norme fondamentale, qui se donne une constitution, et ça évoque le langage de nombreuses constitutions, dont la constitution américaine que vous avez en arrière-plan. Donc, les organes institués par la Charte agiraient au nom de la communauté mondiale. Ensuite, deuxième élément, la Charte est supérieure aux autres traités. Donc, ces auteurs citent à cet égard l'article 103 de la Charte. En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront, donc les obligations qui découlent de la Charte prévaudront sur les obligations qui découlent d'autres traités. Ensuite, encore un argument auquel on recourt ces auteurs pour décrire la Charte comme la Constitution mondiale, la Charte imposerait aux États le respect de certaines valeurs, et en particulier le respect des droits des individus, et ces auteurs mentionnent à cet égard l'article 1er de la Charte, qui prévoit les buts des Nations Unies, et notamment celui-ci, encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Donc la Charte remplirait les fonctions d'une constitution, et elle serait mondiale, cette constitution, dès lors que la quasi-totalité des États de la planète font partie des Nations Unies, si ce n'est peut-être le Vatican. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples. Je vous rappelle que depuis l'admission du Soudan du Sud en 2011, les Nations Unies comptent 193 membres. De plus, toujours selon ces auteurs, bien que la Charte reconnaisse, et notamment dans son article 2, la souveraineté de tous les États, le Conseil de sécurité peut néanmoins imposer des mesures à tout État si la paix est menacée. Donc selon Christian Tomouchat, qui est un professeur de droit international de Berlin, cette possibilité du Conseil de sécurité d'intervenir montre bien que la Charte est la norme suprême de la communauté internationale et elle permet de défendre les individus, s'il le faut, contre l'avis des États. Donc là, c'est une première version du constitutionnalisme global, cette idée que la Charte est la constitution du monde. Pour d'autres auteurs, il existe une constitution mondiale, mais elle n'est pas dans un unique document, elle ne se trouve pas seulement dans la Charte, elle est plus diffuse. C'est par exemple l'avis de Hans Peters, qui est professeur à l'université de Bâle, en Suisse.
Alors Anne Peters, si elle reconnaît que la charte contient des éléments constitutionnels, elle considère que de nombreux autres éléments se trouvent ailleurs, en particulier dans d'autres traités. Et donc, selon elle, il n'y a pas encore un document unique. Alors, du point de vue du concept classique de constitution, ce n'est pas forcément un problème, puisque de nombreuses constitutions sont réparties en plusieurs endroits. C'est par exemple le cas de la Constitution française, c'est également le cas de la Constitution belge. Un autre auteur qu'on peut ranger dans cette catégorie est Erika de Wet, qui est titulaire d'une chaire de droit constitutionnel international, précisément, à l'université d'Amsterdam. Alors, selon elle, il y a une constitution mondiale au sens matériel, et donc plus particulièrement la protection de certaines valeurs. C'est cette constitution matérielle qui s'est développée. Et donc la charte aurait été en quelque sorte le catalyseur de ces développements. Mais ces valeurs, en particulier les droits de l'homme, sont protégées également ailleurs que dans la charte. Donc pour elle, ce qu'elle appelle l'ordre constitutionnel mondial réside dans ce système international de valeurs qui est appliqué par des acteurs variés, donc bien entendu des organes des Nations Unies, et en particulier le Conseil de sécurité, mais également des acteurs sectoriels comme la Cour pénale internationale, mais également des acteurs régionaux ou même des acteurs nationaux qui défendent ces valeurs de l'ordre constitutionnel mondial. Anne Peters insiste également sur l'importance des valeurs, puisque selon elle, la supériorité juridique d'une norme dépend des valeurs qu'elle défend, dépend de son contenu axiologique, en quelque sorte. Ainsi, des dispositions de constitution étatique céderont le pas aux normes internationales si les valeurs qu'elles défendent sont moins importantes, et à l'inverse, le droit constitutionnel national s'imposera face au droit international s'il défend des valeurs plus importantes. Donc ces théories, si elles ne reconnaissent pas la charte comme l'unique document constitutionnel, divergent quand même des théories du pluralisme constitutionnel parce qu'elles considèrent quand même qu'il existe bien une constitution mondiale. Simplement, elles considèrent qu'elles ne sont pas toutes, que la constitution n'est pas prévue dans un unique document qui serait la charte, qu'elle est répartie en divers endroits, mais qu'il y a un système de valeurs qui forme la Constitution mondiale. Alors tous ces auteurs décrivent une évolution en cours et préconisent une certaine orientation, mais depuis longtemps, des auteurs ont également proposé un système institutionnel plus précis pour l'organisation du monde. Alors, rares sont les auteurs qui ont appelé à la mise en place d'un véritable État unitaire centralisé mondial. D'abord, un tel État risquerait, comme on le répète depuis Kant, d'être despotique, puisqu'il ne pourrait pas faire respecter les lois, il ne pourrait plus protéger les libertés. Or, lorsqu'un gouvernement ne parvient plus à faire appliquer le droit, il risque de sombrer dans la dictature. Cela apparaît très bien, notamment dans un film d'un réalisateur récemment disparu, c'est Jour de 36 de Theo Angelopoulos. En outre, autre objection à cette idée d'un État unitaire mondial, certains ont remarqué que ce n'était pas un projet très élaboré. Un auteur a dit qu'il s'agit là d'une utopie paresseuse qui ne demande pas beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'on a notre modèle de l'État, des problèmes un peu plus globaux apparaissent, et donc simplement on transposerait notre modèle au niveau du monde. Utopie paresseuse, selon un auteur. En revanche, il existe également depuis longtemps de nombreux projets plus sophistiqués. Alors, par exemple, Hans Kelsen, dont je parlais tout à l'heure, dans un ouvrage publié en 1944, qui s'appelle « La paix par le droit », avait rédigé les statuts d'une organisation fédérative mondiale, en insistant beaucoup sur le rôle d'une institution juridictionnelle à la faiblesse de laquelle il attribuait l'échec de la Société des Nations. Et d'une manière plus générale, je répète, les projets de fédération mondiale ont été nombreux et une proposition assez récente est celle de Jürgen Habermas.
Alors, il a d'abord considéré Habermas, comme de nombreux autres auteurs, qu'il faudrait réformer les Nations Unies, et en particulier faire de l'Assemblée générale un véritable parlement démocratique mondial, plutôt qu'une assemblée de représentants gouvernementaux. Il faudrait donc un parlement à 2 chambres, sur le modèle des parlements des États fédéraux, avec une chambre qui représenterait les États membres et une chambre qui représenterait directement les citoyens du monde. Par ailleurs, explique-t-il, le Conseil de sécurité devrait devenir un véritable exécutif doté de pouvoirs qui lui permettent de faire appliquer les décisions du Parlement mondial. Et en particulier, sa composition serait modifiée pour être plus représentative du monde, puisqu'actuellement, vous le savez, il y a 5 membres permanents qui ont un droit de veto qui ne s'explique que par des raisons historiques. Ensuite, Habermas s'est prononcé pour un système différent, un système à 2 niveaux, dans lequel il y aurait d'abord, une fois encore, les Nations Unies, mais cependant la réforme institutionnelle de l'Organisation des Nations Unies, en particulier de l'Assemblée générale, serait moins essentielle, car les missions des Nations Unies se limiteraient à la protection de la paix et des droits de l'homme dans le monde. Or, selon Habermas, de telles valeurs sont unanimement reconnues dans le monde entier, et dès lors, l'action des Nations Unies sur ce terrain serait aisément légitime, puisque tout le monde est d'accord avec ces valeurs, l'organe qui les fait respecter serait considéré de manière légitime assez aisément. Donc, en quelque sorte, l'action des Nations Unies aurait une telle légitimité substantielle, en raison de ce qu'elle fait, qu'elle aurait besoin d'une moindre légitimité procédurale, c'est-à-dire d'une légitimité démocratique au sens d'être composée vraiment de représentants élus du monde. Et alors sur ce point, Habermas est très proche de Christian Tomuschat, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les Nations Unies pour la paix et les droits de l'homme, mais bien sûr la paix et les droits de l'homme c'est très important, mais ce ne sont pas les seuls problèmes globaux. Et donc pour les autres problèmes, économiques, écologiques, le crime organisé, etc., des négociations auraient lieu, mais non pas entre tous les États du monde, mais entre des régimes régionaux, explique-t-il, c'est-à-dire soit de très grands États, comme les États-Unis, comme la Chine, soit des organisations régionales, comme l'Union européenne, une Union européenne réformée, explique-t-il, une Union européenne qui pourrait s'exprimer d'une seule voix, de manière claire, pour mener ce type de négociations. Et donc il explique qu'il est important que ces questions politiques globales soient traitées dans ce type d'institutions et non pas dans des réseaux d'experts transnationaux. Ces réseaux d'experts transnationaux devraient se limiter aux questions purement techniques, comme la taille du papier, mais non pas pour les questions politiques. Alors, tous les auteurs qui présentent ce type de projet institutionnel, aujourd'hui comme dans le passé, reconnaissent qu'il est loin d'être réalisé et qu'il n'est même peut-être pas du tout réalisable de manière complète. Mais ils considèrent aussi, et c'est là une thèse essentielle du constitutionnalisme global, ils considèrent qu'en décrivant le droit international dans un langage constitutionnel, on accélère la mise en place d'institutions mondiales de type fédératif. Donc en décrivant le droit international, en employant les mots constitution, constitutionnel, on favorise, on accélère la mise en place d'une organisation du monde. Donc on peut se demander si le constitutionnalisme, en tout cas le constitutionnalisme global, se perçoit comme une prophétie autoréalisatrice. Alors pourquoi avoir recours à ce vocabulaire constitutionnel ? D'abord, il est évident que le vocabulaire constitutionnel a une connotation positive. Ce n'est pas par hasard que la Cour d'arbitrage belge a changé de nom en 2007, qu'elle s'appelle Cour constitutionnelle. On a donc pu critiquer, certains auteurs ont critiqué le recours à ce langage constitutionnel, et notamment David Kennedy, qui est un auteur qui sera étudié dans l'avant-dernière séance de ce séminaire.
il a considéré qu'il s'agissait d'un abus de langage et que parler de constitution pour décrire le droit international permettrait de donner l'illusion d'une légitimité des pouvoirs en place. C'est une critique qui est partagée par Dieter Grimm, un autre professeur de l'université Humboldt et un ancien juge de la Cour constitutionnelle. Pour lui, l'élément essentiel d'une constitution, c'est qu'elle provient du peuple, provient de ce pouvoir constituant originaire. Et si cette condition n'est pas satisfaite, dans le cas contraire, les divers mécanismes d'organisation du pouvoir, de protection des droits, etc., ces divers mécanismes sont simplement une juridicisation, et parler de constitution, pour les décrire, c'est abusivement donner l'impression d'une légitimité. Pour les constitutionnalistes, donc les auteurs qui défendent cette thèse du constitutionnalisme global, pour eux, eux considèrent qu'en décrivant en des termes constitutionnels un système qui ne mérite pas encore cette appellation, on le pousse à évoluer en ce sens. Anne Peters le dit explicitement, je la cite, « Nous abusons du terme constitution pour tirer profit de sa connotation positive et ainsi dignifier l'ordre juridique international. » Alors, l'emploi de ce vocabulaire constitutionnel pour décrire le droit international inciterait les acteurs d'abord à respecter certaines valeurs fondamentales. C'est peut-être exact, puisque comme le dit très justement un autre auteur qui sera mentionné à plusieurs reprises dans ce séminaire, Martti Koskenniemi, comme il le dit, la liberté par le droit dépend moins de la force intrinsèque de la législation que de la droiture morale de ceux qui sont compétents pour l'appliquer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lois très protectrices des libertés, mais si les juges de leur côté sont hostiles aux libertés, en pratique, ces libertés risquent de ne pas être garanties. Donc de ce point de vue, le constitutionnalisme comme état d'esprit, pour reprendre l'expression de Koskenniemi, le constitutionnalisme comme état d'esprit de la profession juridique pourrait être utile, pourrait pousser les acteurs juridiques à faire respecter ces valeurs liées au constitutionnalisme. Alors par ailleurs, selon les constitutionnalistes, toujours, ce langage constitutionnel inciterait les individus à mettre en question la constitutionnalité des mesures qui sont prises par les institutions internationales. Si on décrit le droit international en termes constitutionnels, les individus, lorsqu'une institution internationale prend une décision, les individus se demandent est-ce que c'est conforme à la Constitution? Et donc, cela, en retour, pousserait les institutions internationales à s'améliorer. Et puis, encore un argument qu'ils apportent, selon eux, le vocabulaire constitutionnel contribuerait à créer une véritable communauté mondiale, c'est-à-dire que si l'on décrit la Charte des Nations Unies comme la Constitution mondiale, alors tous les individus du monde vont se sentir concernés par cette charte et ainsi on contribue à l'apparition d'un espace public mondial qui est une condition de l'organisation politique mondiale du monde. Alors évidemment, cette démarche, si elle est animée des meilleures intentions, elle n'en demeure pas moins critiquable. Un souci méthodologique que pose le constitutionnalisme global est ce mélange constant entre la description, la prévision et la prescription ou la recommandation. Alors bien sûr, ce mélange, il est plus ou moins prononcé selon les auteurs et selon les textes, mais il est quand même assez répandu. Et donc ces trois procédés, description, pronostic, prescription, ces trois procédés correspondent aux trois concepts clés de ces auteurs, la Constitution, le constitutionnalisme, la constitutionnalisation. Alors la Constitution, on l'a dit, ils la définissent comme un ensemble de normes qui répondent à certaines conditions, et donc ils cherchent si ces conditions sont satisfaites, si ces critères sont présents dans le droit international. Donc cela relève de la description. Le constitutionnalisme, lui, le constitutionnalisme, c'est l'idée que certaines valeurs devraient être protégées par la Constitution et donc par le droit international. Certaines valeurs devraient être protégées, donc là, cela relève du domaine de la prescription. Et puis, enfin, la constitutionnalisation. La constitutionnalisation, c'est l'affirmation que le droit international évolue vers
la Constitution telle qu'on l'a définie ou le constitutionnalisme tel qu'on l'a défini. C'est l'affirmation que le droit international évolue vers cette situation. Et donc là, cela relève de la prévision. Alors bien sûr, ces trois démarches peuvent parfaitement être accordées. On peut examiner le droit international tel qu'il est, identifier certains défauts ou certains manques par rapport à un objectif moral ou politique, et ensuite on peut proposer certaines évolutions, on peut parier sur l'avènement de ces évolutions. Cela ne serait évidemment pas critiquable, et c'est souvent ce que les constitutionnalistes affirment faire. Mais en vérité, souvent, ils passent constamment d'un tableau à l'autre, d'un plan du discours à l'autre, ce qui rend la discussion de leurs idées assez difficile. Et cela apparaît notamment très bien dans les écrits où Ann Peters entend répondre aux critiques du constitutionnalisme global. Alors par exemple, elle remarque que certains reprochent au constitutionnalisme global de ne pas être réaliste, de ne pas correspondre à la réalité. Et Ann Peters répond, mais nous ne nous contentons pas d'écrire, nous proposons des solutions. Donc, lorsqu'il leur est opposé que leur description ou que leur prévision est fausse, ils répondent, nous proposons des évolutions souhaitables. Autre critique du constitutionnalisme global relevée par Ann Peters, certains craignent qu'un juge qui contrôlerait une constitution mondiale aurait trop de pouvoir. Ça ferait un juge trop puissant. Et Ann Peters répond, en effet, le projet constitutionnaliste implique un pouvoir judiciaire fort, mais la mise en place d'une cour constitutionnelle globale est peu vraisemblable et peu probable. Donc, lorsqu'on critique leur proposition, elle répond par une prévision. Donc ça donne lieu un peu à un dialogue de sourds, puisque certains disent aux constitutionnalistes « ce n'est pas comme ça », ils répondent « oui, mais ça devrait l'être ». Certains leur disent « ça ne devrait pas être comme ça », ils répondent « non, mais ça ne le sera pas ». Donc il y a un problème d'homogénéité du discours qui empêche un peu la discussion. Plus embêtant, de mon point de vue, les constitutionnalistes ont parfois l'impression qu'en appelant quelque chose une constitution, non seulement on favorise sa transformation, mais en fait on la réalise. C'est-à-dire qu'il suffirait d'employer le mot « constitution » pour modifier l'objet que l'on étudie. Alors cette erreur, ce qui me semble en tout cas être une erreur, provient d'une théorie de l'interprétation que je crois erronée. C'est-à-dire qu'à partir du constat selon lequel un texte doit être interprété pour produire une signification, on déduit qu'un énoncé permet toutes les interprétations. Ainsi, pour Ann Peters, la lecture constitutionnaliste du droit international est une interprétation, et donc, dit-elle, elle ne pourrait pas, je la cite, fausser le sens des normes qui seraient objectivement autre chose. Donc c'est l'idée que dès qu'on interprète un énoncé, il est impossible de se tromper, toute interprétation est légitime. Et en clair, un énoncé ne limite pas le cadre des interprétations qu'il permet. Dès lors, les passages descriptifs des analyses des constitutionnalistes sont parfois, du moins il me semble qu'ils sont parfois faussés. Ainsi, ils affirment que si l'on considère la Charte des Nations Unies comme une constitution, sa signification s'en trouve modifiée. Fassbender, par exemple, Benno Fassbender l'affirme explicitement. Thomas Frank, un auteur américain, alors le constitutionnalisme global, c'est surtout une théorie européenne et même surtout une théorie allemande, je dirais, mais il y a quand même d'autres auteurs, et notamment l'américain Thomas Frank, qui défend aussi cette vision et qui considère lui aussi que le sens de la Charte se trouve modifié si on la décrit comme une constitution. Donc la Charte devrait être interprétée à la lumière des valeurs qu'elle proclame, c'est-à-dire qu'on pourrait réajuster la signification du texte en fonction des valeurs qu'on lui assigne. Or, cela conduit parfois
les constitutionnalistes à percevoir dans certains articles de la Charte des significations qui ne sont pas permises par ces énoncés. Alors, par exemple, voici le 6e alinéa de l'article 2 de la Charte. L'organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes. Donc, ces principes, c'est le règlement pacifique des différends, le renoncement à la force, etc. L'organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors bien sûr, cet article a un intérêt réduit aujourd'hui, dès lors qu'il n'y a quasiment plus d'États qui ne soient pas membres des Nations Unies, mais il éclaire tout de même bien les problèmes de la lecture constitutionnaliste. Pour eux, en effet, cet article démontre que la Charte est la Constitution mondiale, puisque cet article montre bien que la Charte est universelle, qu'elle oblige tous les États, même les États qui ne seraient pas membres des Nations Unies. Mais si l'on lit avec attention cet énoncé, il me semble clair qu'il s'adresse uniquement à l'Organisation des Nations Unies et nullement aux États membres. Cet article dit que l'Organisation fera en sorte que les États tiers respectent. Il n'oblige pas lui-même, il ne s'adresse pas aux États qui ne sont pas membres des Nations Unies. Donc la lecture constitutionnaliste, plutôt que de nous permettre de mieux connaître le droit international, risque parfois, je crois, de nous induire en erreur. Alors en résumé, il ne s'agit pas, pour les constitutionnalistes, pour eux, il ne s'agit pas tant de décrire le droit existant que de promouvoir des évolutions souhaitables, en partant du principe que décrire ces évolutions comme si elles étaient déjà en partie advenues contribuerait à leur réalisation. Mais encore une fois, les constitutionnalistes globaux, si je peux dire, n'ignorent pas qu'une réalisation complète de leurs objectifs est très très lointaine, voire très incertaine. Mais ils considèrent qu'il est important d'avancer vers cet objectif, aussi lointain soit-il, et ainsi le professeur von Bogdandy, encore un Allemand, achève l'un de ses articles en assurant qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est comment la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors, à cette phrase de Camus, certains ont répondu qu'il fallait imaginer Don Juan amoureux, puisque c'est aujourd'hui la Saint-Valentin après tout. Et je crois qu'il s'agit là d'une meilleure devise pour le constitutionnalisme global. Imaginez Don Juan amoureux, imaginez le séducteur enfin séduit, et donc en lieu et place du froid observateur du droit, un militant passionné qui se bat pour des valeurs. Ceci correspond peut-être également à certaines autres théories du droit global qui seront étudiées dans les prochaines séances. Et donc peut-être faut-il nous demander, après tout, qu'est-ce qu'une théorie du droit global ? S'agit-il d'une tentative de décrire un phénomène actuel, ou bien s'agit-il d'appeler à une évolution souhaitable ? Et peut-être, c'est vraiment une hypothèse que je forme, peut-être y a-t-il là, entre ces deux pôles, une ligne de démarcation qui pourrait être appelée à jouer un rôle dans la cartographie de ces théories que nous entendons réaliser. Donc pour finir, sur le constitutionnalisme global, je dirais pour ma part qu'ils sont emplis de bonnes intentions, mais qu'en revanche, ils nous apprennent peu sur le droit positif et ils ne nous donnent pas non plus d'instruments pour étudier les nouvelles formes de normativité qui se développent. Et je vous remercie.